En 2020, pardon. Il y avait quel candidat? Le président Ouattara, qui était son concurrent? Qui était son adversaire? Conan Bertin, c'est ça, hein? Que je salue de passage, mais je me dis, bon, est-ce que c'était une élection ouverte? Bon, on dit que c'est le président Gbagbo qui crée le trouble pendant les élections, mais il était à La Haye quand il y a eu 2020. Il y a eu des troubles. Donc ce n'est pas le président Gbagbo qui crée les troubles pendant les élections. Comme vous pouvez le constater, c'est quand même la première fois, c'est curieux de savoir que dans un parti politique, il y ait un département qui s'occupe des prisonniers. Le président Gbagbo Laurent, quand il a été acquitté, il est rentré en Côte d'Ivoire. Quand il a créé son nouvel instrument, le PPACI, il a pensé à lui-même, en tant qu'ancien prisonnier. Il s'est dit que quand on est en prison, c'est comme tout était coupé. Donc il a créé expressement ce département. Donc il y a le secrétaire général adjoint chargé des détenus politiques. Détenus politiques, détenus d'opinion, il y en a en Côte d'Ivoire. Ils étaient 93 avant la dernière marche contre la vie chère, où on a pris 27 autres. Donc, de tout cela sur la MACA. Le rôle d'un secrétaire général chargé des détenus politiques, c'est d'être en liaison avec les familles. Vous savez, la plupart des détenus ont des familles. La plupart, c'est des hommes, ils sont mariés, ils ont des enfants. Et les détenus aussi, quand ils sont en prison, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes de santé, ils ont des problèmes d'avocat, d'assistance, on va dire. Donc le secrétaire général adjoint chargé des détenus politiques fait tout ça. Le secrétaire, il va même plus loin. Il va contacter les organisations des droits de l'homme, comme Amnesty International, comme Global Witness, comme Transparency International, comme les ambassades. C'est un rôle un peu diplomatique, dans l'ombre, pour essayer d'expliquer la vie de ces détenus-là. Voilà. Donc nous sommes la liaison en fait entre les familles, le parti et l'administration. C'est pour la plupart les prisonniers de la crise post-électorale. C'était un bon nombre. Après la grâce présidentielle du 22 février dernier, le président Ouattara a pris la grâce présidentielle. Après cette grâce présidentielle-là, il ne reste que 2 prisonniers de la crise post-électorale. Le sergent Tokpa Marcel et le commandant Seka Anselme. C'est les 2, au jour d'aujourd'hui, hommes de loi, on va dire des militaires et policiers, donc des corps habillés qui sont encore détenus. À part ces 2 détenus de la crise post-électorale 2011, il y en a d'autres de 2013, 2020, 2022, jusqu'à hier à la marche, jusqu'à 2024. Leur chance d'être libérés, beaucoup de détenus sont jamais passés devant un juge. Ils sont incarcérés, ils ne passent pas devant un juge, comment on peut les libérer? C'est en quoi notre rôle est aussi prépondérant. Nous essayons de réveiller un peu les cas. Le sergent Tokpa Marcel, par exemple, devrait être libéré depuis longtemps, avec les différentes grâces présidentielles qu'il y a eu. Mais il y a eu une erreur sur son nom d'après l'administration pénitentiaire. Une erreur entre les consonnes et les voyelles composant son nom. On ne sait pas. Ça, c'est le mystère. Il est encore là. Il a des enfants derrière lui. Le détenu Loba David est dans le même cas. Il va être libéré depuis, on dit c'est les mêmes erreurs. Donc, on ne comprend pas. Donc nous, c'est de tout ça que nous parlons. Nous essayons d'expliquer ça aux hommes de droit pour que les cas soient complètement sortis et reviennent devant un juge. Voilà ce que nous faisons. Donc leur libération, ce n'est pas parce qu'ils vont passer devant un juge, mais c'est purement en réveillant le cas, en parlant aux organisations de droits de l'homme, en parlant aux avocats. Et c'est comme ça que les choses peuvent changer. Sinon, ils sont en prison.
et il n'y a personne qui s'occupe d'eux. Oh, les quelques rares fois que nous sommes allés leur rendre visite, vous savez, tout se paye en prison. C'est-à-dire que pour manger, vous payez, parce qu'il n'y a pas de réfectoire. Pour dormir, vous payez. Donc si vous n'avez pas, comme on dit à Abidjan, vous n'avez pas un peu, vous êtes à la merci de beaucoup de raquettes. Et beaucoup d'entre eux sont fragiles. Il y en a qui sont malades, qui ne peuvent pas se soigner. Vous savez, ce que j'ai remarqué, au niveau de la MACA, par exemple, quand un détenu est malade, on demande l'autorisation du ministre de tutelle pour le faire évacuer. Et l'autorisation peut durer entre 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Ça, c'est impensable. On ne peut pas mettre quelqu'un en prison qui n'a droit à aucune visite. Je pèse mes mots, mais tous les détenus, en tout cas proches de PPACI, qui sont à la MACA, n'ont pas droit aux visites. On peut se présenter au parquet et on y va pour demander un billet de visite. On vous fait asseoir là toute la journée, on ne vous donnera jamais un billet de visite. Donc, ce que nous faisons, nous avons des avocats que je voudrais remercier de passage, sont ces avocats-là qui ont droit à aller voir quelques détenus. Pas eux tous, parce qu'ils sont une centaine. Et c'est tout ça qui est déplorable. Je prends le cas de Steve Biko. Steve Biko, qu'on appelle le Mauritanien, l'ouragan. Ils sont allés le prendre, le pouvoir aller le prendre en Mauritanie, dans le groupement présidentiel. Au début, on ne savait pas où il était. Je suis allé avec l'avocat à la DST et à Sebroco. On ne savait pas ses traces. Et c'est quand le président Gbagbo a pris la parole lors d'une cérémonie qu'a organisée le maire de Lakota, le prince Arthur Dali, que je salue de passage, quand le président disait j'ai pris la parole pour dénoncer, pour dire mais où est donc le petit Steve Biko? Qu'a-t-il fait pour qu'un avion expressément se déplace de Grumman? On le cherchait en Nouakchott pour le faire. C'est au lendemain du discours du président Laurent Gbagbo qu'on a su que le camarade Steve Biko était à la MACA. Voici quelqu'un qui était en isolement et à qui il est difficile de parler, il est difficile de visiter. Nous sommes ici pas pour incriminer qui que ce soit, mais nous disons que quand il y a les droits de l'homme, il faut que cela s'applique à tous les citoyens. Voilà. Nous alertons le pouvoir public de ce qu'un prisonnier a besoin d'un minimum. Il a besoin de visites, il a besoin de santé, il a même besoin de s'instruire. Les familles s'arrangent, font défiler certainement quelques vivres via le circuit normal. C'est-à-dire les familles arrivent avec les vivres et avec les noms des détenus, leur bâtiment, etc., etc. On fait passer, par exemple, un morceau de savon ou bien la pâte dentifrice pour que cela leur arrive. Voilà. Et ça, ce n'est pas comme ça en Europe. En Europe, un prisonnier a besoin d'une visite. Un prisonnier s'instruit. C'est pourquoi nous autres, les quelques fois où on allait voir le président Gbagbo Laurent à la CPI, au prison de Scheveningen, il était en bonne santé. Il était assis. Quand on vient, on mange ensemble. Il finit de manger, c'est le président. On nettoie les assiettes. Et puis, il vous demande des nouvelles, on parle. Tranquillement. Ici, ça n'est pas le cas. Ici, un prisonnier qui n'a pas 5 francs ne mangera point. Il est à la merci des autres. Et je lui dis, en prison, il y a même un système d'esclavage. Si vous n'avez rien, ben vous travaillez pour ceux qui en ont, pour que vous ayez un petit morceau de pain à manger. Ça, on ne peut pas accepter. Ou un pays qui se réclame, un pays de droit, il faut quand même le minimum dans ce qu'on fait. Alors nous sommes venus ici pour dire au pouvoir public
que beaucoup de gens sont en prison depuis 2011. Ils ne sont jamais passés devant un juge. Ce sont des indigents, la plupart, pour qu'ils n'ont pas de l'argent pour se prendre un avocat. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Qu'est-ce qu'on fait en matière de droits de l'homme? Et je voudrais interpréter d'autres organisations de droits de l'homme, en Côte d'Ivoire comme ailleurs, pour dire que, oui, nous avons rendu visite récemment à des familles, le jeudi dernier et le vendredi. Nous sommes allés à Yopougon et nous sommes allés chez un détenu, chez les parents d'un détenu, qui a pris des clous dans son ventre, qui a subi 2 opérations et qui est hospitalisé, enchaîné sur le lit d'hôpital. Et nous a-t-on dit que c'est lors de son arrestation qu'il a pris ses coups de torture, donc des coups dans son ventre. Est-ce que, bon, nous parlons conditionnel, mais est-ce que ça c'est bien? C'est tout ça que nous voudrons dire et mettre à la place publique. De ce que, en tension, un prisonnier a un minimum de droits. Attention, un prisonnier a un minimum de droits. Quand on met quelqu'un en prison, ça ne veut pas dire qu'il est dépouillé de tout droit. On le met en prison, on l'empêche de faire ci, de faire ça, mais il a un minimum de droits. Il a le droit de se nourrir, de se défendre, d'être propre et de s'instruire. C'est ça que nous demandons. Oh, merci. C'est une question très pertinente. Voilà. Nous sommes des Ivoiriens. Nous disons que ce pays, on nous l'a dit, c'est un pays où règne un peu de liberté, un peu de droits de l'homme. Une crise s'est apparue en 2011, une crise post-électorale est survenue en 2011. Des personnes ont été arrêtées, d'autres ont été libérées. Nous demandons la clémence. Nous demandons simplement, au nom du droit, au nom de la réconciliation, au nom d'une cohésion sociale, de penser à toutes ces familles. Ces détenus qui ont des familles. Aujourd'hui, beaucoup de familles que j'ai vues sont complètement désunies. Les enfants sont à Zouaouin, la maman est à Divo. D'autres mamans l'inverse. Un enfant qui n'a aucun parent auprès de lui, qui peut suivre son cursus scolaire. Beaucoup de ces enfants, les enfants des détenus, beaucoup ne sont plus scolarisés. Parce que les parents ne sont plus là. Et même ceux qui ont été libérés hier par la grâce présidentielle, beaucoup ont perdu leur boulot. Beaucoup ont leur compte gelé. Et quand ils sortent de prison, c'est comme s'ils hésitaient encore. Voyez-vous, c'est malheureux. Mais le colonel Oukou Maudit a perdu sa femme. Madame Oukou Pulchéry, elle est décédée. Mais son mari n'a pas son compte serait gelé. La dame, elle est, elle est décédée. Son mari était un prisonnier de la crise post-électorale. Il a été libéré le 22 février par la grâce présidentielle. Là. C'est cette même grâce présidentielle que nous voudrions demander au président, aux autorités. De ce que quand on parle de cohésion, quand on parle de vivre ensemble, c'est de ça qu'il s'agit. Vivre ensemble veut dire quoi? Vivre ensemble veut dire qu'on peut vivre avec nos différences. Moi, je peux dire quelque chose qui ne puisse pas forcément plaire à vous, en tant que journaliste, ou à un tiers. Mais la contradiction principale, c'est qu'on est là. On est dans le même pays, on vit sur le même sol, on a le même problème, on est dans le même bateau. Donc, nous demandons simplement, et sans rancœur, de ce que tous ceux qui sont en prison là, au nom de cette cohésion sociale, au nom de la paix et de la réconciliation,
de libérer simplement ces prisonniers-là, qui pour la plupart n'ont plus rien. C'est ce que nous demandons. Mais depuis que le président Gbagbo est rentré acquitté de la haie, et à chaque prise de parole, si vous êtes journaliste, vous le savez, il a toujours plaidé, il a toujours pris la parole pour demander au pouvoir public de faire libérer les prisonniers militaires et civils. Parce qu'en réalité, il a dit, et je cite, c'est moi qui était le principal acteur, c'est moi qui avais envoyé, d'après vous. Maintenant que je suis libre, moi qui suis le mandataire, pourquoi je suis libre et ce que j'ai envoyé, les mandataires sont en prison. Donc le président Gbagbo fait ce qu'il peut, voilà, parce qu'il connaît la prison. C'est pourquoi d'ailleurs il a créé ce département pour qu'il y ait toute cette relation entre famille, administration et parti. Le président Gbagbo a toujours demandé la libération des prisonniers civils et militaires. À chaque prise de parole, il a toujours demandé, parce qu'il sait que le milieu carcéral est un milieu très très dur. Voilà, très très dur. Voilà. Et je voudrais remercier le président Gbagbo de passage. Merci monsieur le président de nous avoir confié ce département qui est à la fois passionnant et souvent on a des petits remords quand on va voir des familles démunies, désunies. Mais par la grâce de Dieu, on essaie de tenir le coup et nous pouvons apporter ce que nous pouvons. Oh, bon, ça, vous parlez d'une question de l'histoire. Hein. Patrice Coutet, c'est vrai, pour ceux qui me connaissent, ceux qui sont allés à l'école avec moi, mes camarades, savent que depuis mon jeune âge, hein, depuis au collège d'orientation du plateau, j'ai toujours été devant la scène des associations, des élèves. Nous avons milité à l'époque, le MESI était le seul mouvement des étudiants élèves. Nous avons milité au MESI. En dehors même du milieu scolaire, Patrice Coutet a toujours été dans le milieu des associations, dans les quartiers, etc. Nous avons grandi avec cela. Jusqu'à ce que 1982 arrive et que le président Gbagbo, dans les plantations de Dabou, crée ce qu'on appelle le Fonds populaire ivoirien, dans la clandestinité. Et c'est là que l'éveil de la conscience se fait grandissime. Voilà. Donc, quand 90 arrive, on accorde donc le multipartisme. Je voudrais saluer aussi le président Gbagbo de passage parce que c'est le père du multipartisme, qu'on le veuille ou non. Alors, quand le multipartisme arrive, et quand on voit Laurent Gbagbo, on attend le discours qu'il tient dans les villages, dans les campements, dans toute la Côte d'Ivoire. Bon, on a, en tant que jeune, on a épousé cette idéologie et on a suivi le président Gbagbo. Donc depuis 1982 jusqu'à nos jours, on est avec le président Gbagbo. Alors Patrice Coutet, c'est vrai, bon, militant de base à Borefé, et ensuite qui va en Europe, qui arrive dans un premier temps en Italie, ensuite en France, et après en Angleterre. Mais dans ces différents pays, j'ai été toujours en contact avec les différents représentants du Front populaire ivoirien du président Laurent Gbagbo, l'ambassadeur Baka en Italie, la camarade Brigitte en France, et quand je suis arrivé en Angleterre, le camarade Abdon Bayeto, qui était à l'époque le représentant de ce parti politique-là. Et donc, quand j'arrive en Angleterre, je prends contact avec la représentation, et par mon dévouement, le représentant me dit, bon écoute, tu vas étoffer donc la commission communication avec Bama Abdou Karim, avec Touré Moussa Zegan et autres. Donc, on travaille au niveau de la commission communication de la représentation. Ensuite, nous créons une section, Londres 1, le Front populaire ivoirien, dont j'étais le le secrétaire général adjoint de cette section-là. Là, nous sommes, on va dire, en 99, 98, 99. Et en 2000, bon, je suis donc secrétaire général adjoint. Quand en 2001, Charles Blé Goudé, que je salue de passage, Charles arrive à dire une conférence à Londres, et puis, bon, moi je viens assister à cette conférence-là, à 113 Lambeth Road, c'est un Novotel, voilà, c'est une rue assez connue. Et donc, je viens assister à cette conférence, et après cette conférence, Charles demande à me rencontrer. Je n'avais pas posé de questions ce jour-là, hein. J'avais juste levé la main pour
pour faire une petite analyse. Et après, je suis parti. Je crois qu'après mon départ, il a demandé après moi et nous sommes rencontrés après. Et lors de notre rencontre, il me dit, on t'appelle Lègre, il dit oui, il dit, nous allons travailler ensemble. Je dis bon, on travaille ensemble. Moi, je travaille déjà au Front populaire ivoirien du président Gbagbo, donc je ne peux pas appartenir à deux partis politiques. Et il me dit non, le COJEP, ce n'est pas un parti politique, c'est un mouvement de pression, donc ce n'est pas... C'est compatible. Je dis, ah d'accord, bon. Comme je suis un militant formé, j'ai dit, bon, j'ai compris, je vais prendre la tâche avec le représentant. C'est comme ça que je prends rendez-vous avec le camarade Georges Abdon Bayeto, chez lui à la maison. Donc Charles et moi, nous arrivons. Et puis Abdon nous reçoit, le camarade Abdon nous reçoit, que je salue d'ailleurs, qui est aujourd'hui secrétaire général adjoint chargé des représentations extérieures, extérieures du PPACI. Et il me dit, voilà, il me demande la nouvelle, je lui donne donc la nouvelle. Il me dit, donc, écoutez, il faut aider Charles, il faut aider ton petit frère, il faut l'aider. C'est le mot qu'il a utilisé. Que ce qu'il dit, ce que le COJEP fait là, c'est ce que le Front populaire ivoirien de Gbagbo ne peut pas faire, ne peut pas dire. Donc, et c'est comme ça que je mets donc toutes mes activités du Front populaire ivoirien de Gbagbo en 2001 pour m'occuper, n'est-ce pas, du COJEP. Alors je propose un plan de travail, un plan stratégique de travail à Charles. Ben, il me dit, il dit, alors je t'écoute, je dis, bon, on va essayer d'investir les représentations du COJEP en Europe. Il dit, mais comment on fait ça? Ça demande un peu de sous. J'ai dit, ben oui, mais je travaille, moi, je peux faire ça. Je peux faire cela. Il m'a dit, ok. Donc il m'a donné l'autorisation. C'est comme ça que j'ai fait d'abord le tour d'Europe. J'ai fait des déclarations dans un premier temps. Et puis, parce qu'on était en pleine... Et là, 2002 arrive. Voilà. 2002 arrive, il y a une crise, il y a donc une rébellion en Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo est complètement dans toutes les négociations sur la planète, pour Togo, Afrique du Sud, etc. etc. Nous, en tout cas mon équipe et moi, nous prenons le relais pour le Foreign Office, c'est-à-dire l'équivalent des affaires étrangères, la West African Desk, c'est-à-dire que le Parlement britannique, mais la section Afrique, le Quai d'Orsay en France, les Nations Unies, voilà. Donc je crée pratiquement un réseau pour que la voix, n'est-ce pas, du président soit entendue. Et donc c'est comme ça que après l'installation, Charles même il était là en France. Je voulais d'abord saluer tous mes camarades du COJEP aujourd'hui dans les différentes représentations. Je ne pourrais pas citer tous, mais je voulais saluer Jean-Claude qui est mon premier camarade que j'ai investi d'ailleurs. Après Zap Crasso en France et les autres. Je voudrais vous saluer. Et donc après tout ça, Charles me dit, bon écoute Patrice Lègre, bon, comme tu as fait tout ça, je te nomme président de COJEP Europe, tu vas coordonner les activités de représentation. Et c'est comme ça que les choses sont parties. Avant la crise de 2002. Voilà, ça c'est... là, on termine en pleine crise. Là. Après, moi, je connais Charles en 2001 et 2000, quand la crise arrive en 2002, c'est moi-même qui l'appelle. Il était à Manchester parce que n'oubliez pas qu'il avait une bourse présidentielle pour venir étudier à Manchester. Et donc, c'est moi qui lui donne l'information selon laquelle les institutions de la République de Côte d'Ivoire que Gbagbo Laurent incarnait sont attaquées. Et il me dit, ah oui, mais Patrice, attends, j'appelle Abidjan et puis je te reviens. Donc il appelle, il confirme. Voilà, Charles, il quitte Manchester, il arrive à Londres, chez moi, à Sixmore House, dans le sud de Londres. Et là, il me demande de convoquer quelques leaders des associations des Ivoiriens en Angleterre. Et donc Georges Bélignon et l'autre, je les convoque chez moi. Et on décide qu'on doit apporter une voix de Gbagbo. Et donc c'est comme ça que les choses vont vite. Et donc à partir de là, on prend ce qu'on appelle de la carapace, on prend du volume. Du coup, il faille qu'on aille de l'avant. Et c'est comme ça que la voix du COJEP, portée par Charles Blé Goudé, envahit l'Europe. Oui, il a tout de suite pris, quand il est venu, après cette réunion qui s'est tenue chez moi à Sixmore House, il a tout de suite pris le devant de la chose. Il m'a dit, écoute,
les grèves. Moi, je dois rentrer, c'est comme ça qu'ils m'appellent. Hein. Je dois rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'en réalité, la bourse que j'ai obtenue pour venir étudier, c'est le président Gbagbo qui me l'a donnée. C'est du bout de présidentiel. Donc, si je finis, si je poursuis mes études et que je finis mes études, s'il arrive en Côte d'Ivoire qu'aucune institution n'est en place, je vais travailler où? Donc, je décide, c'est comme ça qu'ils décident de rentrer en Côte d'Ivoire. Et donc, nous nous mettons d'accord et nous débrouillons comme on pouvait pour qu'il regagne Abidjan. Et quand il est venu, bon, ben, il a créé l'Alliance des jeunes patriotes. Je crois que ça se trouve à la Cité Rouge, non loin d'ici. Et c'est comme ça que les Tapécoulou Laurent et tous ceux-là ont fait ce bloc-là pour créer l'Alliance des jeunes patriotes pour le sursaut national. Hein. Voilà. Le parrain était le président Fologo de Passage, paix à son âme. C'est comme ça que la résistance commence. Pendant que l'Alliance des jeunes patriotes travaille sur le terrain ici en Côte d'Ivoire à Abidjan, nous, membres de la diaspora, nous nous organisons pour des marches pour la libération de la Côte d'Ivoire, devant le Parlement britannique, devant le Quai d'Orsay, devant l'Élysée, enfin, dans toute l'Europe, puisqu'il y avait déjà des représentations dans ces pays. En Suisse, on avait une représentation, en France, on avait une... Donc, de concert, on a commencé à envahir non seulement les institutions internationales, et aussi les droits de l'homme, mais on a commencé à envahir les parlements pour dénoncer ce qu'on pouvait dénoncer. Parce que quand on attaque une institution nuitamment, c'est le 19 septembre, c'est une triste date, 19 septembre 2002, quand on attaque les institutions nuitamment comme ça et qu'il y a mort d'hommes, nous dénonçons ça aux Occidentaux, d'après, enfin, à ceux, aux pères de la démocratie, soit. Donc, et ça a été bien accueilli, parce que des forums jusqu'aux Nations Unies, on était bien accueillis. On nous ouvrait les portes et on expliquait la crise de la Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo n'appelle personne pour venir sauver, pour venir intervenir dans ce que vous connaissez là. Non, non, non. C'est nous-mêmes, en tant qu'acteurs en Europe, c'est nous qui décidons que la réunion se tient chez moi. Et Charles est là, quelques leaders de la communauté ivoirienne en Angleterre, quelques leaders sont là. Et nous décidons ça. Mais ce soir-là, Charles décide de rentrer en Côte d'Ivoire. Pourquoi il rentre en Côte d'Ivoire? Il rentre en Côte d'Ivoire pour défendre les institutions de la République que le président Gbagbo incarne. Parce que c'est le président Gbagbo qui lui a donné sa bourse. Donc nous participons à ça pour l'accompagner. Et c'est ce que nous avons fait. Donc pendant que nous étions ici, en train de résister, nous étions, nous faisions pas de grue, des pieds de grue, j'allais dire, devant les institutions, devant les parlements, etc., pour faire passer la voix de la Côte d'Ivoire. Voilà ce qui s'est passé. Pendant tout ce temps, le COJEP s'organise autrement, s'organise. Tous les leaders, des jeunes leaders africains qui l'invitaient, ici en Côte d'Ivoire, en tant que COJEP Europe, je représentais mes camarades. Donc j'étais là souvent. En 2004, on a vu devant l'hôtel Ivoire, sur le pavé de l'hôtel Ivoire, on a vu, et les chars étaient jusqu'à chez le président Gbagbo. Donc ça, l'Alliance des jeunes patriotes n'a rien compris. Pourquoi des chars sont stationnés devant chez le président? En réalité, il était venu le déloger, hein, selon, au jour d'aujourd'hui, on le sait, tout le monde le sait. Chirac avait déjà donné l'ordre de déloger le président Gbagbo. Donc ça, les jeunes de Côte d'Ivoire, c'était l'appel de Charles Blé Goutté. Les jeunes de Côte d'Ivoire, quand tu mens, il faut arrêter de maquiller, etc. Donc ça, c'était plus les jeunes patriotes seulement, c'était les Ivoiriens qui sont venus pour défendre le palais et son locataire. Donc, et ça, bon, malheureusement, ce jour-là, il y a quand même mort d'hommes, beaucoup de jeunes ont été tués. Je voudrais, saluer la mémoire de tous ces jeunes braves combattants et saluer leurs parents. Voilà. Je veux dire qu'à partir de 2004, la lutte change parce qu'elle est devenue très brutale, très rude et mortelle. Du coup, la France désigne Laurent Gbagbo comme le principal adversaire. Donc il faut le déloger à tout prix. Mais ce qui n'a pas réussi depuis 2002, c'est ce qui a abouti en 2011. En 2011, tous les médias disaient, bon,
Il y en a qui ont fait des sondages. Le président Gbagbo va, n'est-ce pas, il sortirait vainqueur de tous les sondages, etc. etc. C'était en fait pour le pousser à ce qu'il vienne, ce qu'il organise les élections. On a vu, bon, les envoyés de Nicolas Sarkozy jusqu'à l'ancien ministre de l'Intérieur qui est venu jusqu'à Yamoussoukro. On est venu mettre en confiance le président Laurent Gbagbo. On lui dit, bon, monsieur le président, vous organisez les élections, dans tous les cas, voici les sondages. Le président Gbagbo, qui a toujours cherché la paix, recherché la paix, voilà, qui a toujours réuni les Ivoiriens. C'est-à-dire, quand bien même que le pays était coupé en deux, ben, le président Gbagbo, c'est-à-dire que tout ce qui était dans le sud payait aussi ce qui était dans le nord, parce qu'il y avait la zone CNO, n'oubliez pas. Donc on a parlé de l'électricité, de l'eau, etc. Le président, le gouvernement s'occupait de tout ça. Et donc, le président Gbagbo accepte d'aller aux élections, selon la Constitution. Et donc, pendant que, bon, ça aussi, on ne va pas réveiller les vieux démons, mais c'est la vérité historique. Pendant qu'on attend les résultats par la commission électorale indépendante, il y a d'autres officines qui annoncent les résultats. Et puis, bon, patatras, tout ce qu'on connaît arrive. Et donc, il y a deux gouvernements. Il y en a un gouvernement du Golfe, puis un gouvernement de la République. Bon, on sait les dénouements, hein, on sait les dénouements. Président Gbagbo est donc capturé. Il est déporté d'abord à Korogo, ensuite à Alaé, Manu Militari. Et la première prise de parole du président Gbagbo à la CPI dit on ira jusqu'au bout. Et parce que le dossier était complètement creux, vide. Donc on allait jusqu'au bout. Mais pendant ce temps, la lutte, ça vous le savez, vous êtes journaliste, la lutte se déplace. C'est-à-dire que quand on capture le président Gbagbo ici à Abidjan, quand il est déporté à Korogo, ensuite en Europe, toute la lutte se déplace maintenant, mais à La Haye. Voilà. Avec quelques soubresauts quand même à Paris, mais c'est à La Haye. Tous les week-ends pratiquement. Tous les week-ends pratiquement. La petite ville de La Haye, qui est une ville balnéaire, il n'y avait plus de place dans les hôtels. Il y avait plus de... Les restaurants étaient bondés de monde. L'économie de cette petite, j'allais dire bourgade, a commencé à être prospère. Les tam-tams, les bruits, casséroles, les gens venaient de partout, femmes, hommes, jeunes, vieux, tout le monde y était. Et le président Gbagbo nous attendait, criait. Quand il était en cellule, il attendait ce que nous disions. Et ça lui a donné un peu de courage, beaucoup de courage. Voilà. Donc, quand le président Gbagbo arrive en Europe, la lutte se déplace complètement avec les jeunes de l'Alliance, là, se déportent maintenant à La Haye. Et à La Haye, nous sommes de la diaspora, nous prenons la relève. Et là, c'était maintenant une lutte, une résistance panafricaine. Parce que parmi nous, il y avait des Camerounais, des Nigériens, des Maliens, etc. etc. Donc on va dire de 2002 jusqu'en 2000, on s'est organisé. Le COJEP, entre-temps, qui était un mouvement de pression, est devenu un mouvement politique, petit à petit. Et puis, bon, vers la fin, c'est devenu parti politique. Voilà, on ne va pas réveiller certaines choses ici, mais moi, je n'ai pas voulu que le COJEP devienne un parti politique. Le président Charles Blé Goudé et moi, nos relations étaient toujours intactes. Quand je pars à la CPI, c'est pour lui rendre visite, lui et le président Gbagbo. Quand j'arrive, on salue le président Gbagbo, on parle un peu avec lui, et puis après, Charles et moi, on se met en aparté pour parler du COJEP, pour parler de la jeunesse, pour parler des activités du COJEP. Nous avons gardé ces relations jusqu'à ce qu'il soit libre. Voilà. Vous savez, on ne peut pas abandonner quelqu'un, bon, encore moins, ce n'est pas un abandon, mais je ne pouvais pas donner des mots durs à Charles pendant qu'il était en prison. Parce que la Bible dit, enfin pour les croyants, que tu n'abandonneras pas ton frère quand il est en difficulté. Sinon, on a eu des points de divergence bon, on va dire, pas trop bien, mais on a gardé le cap jusqu'à ce que le président Gbagbo et le ministre Aboudik soient libres.
En ce moment-là, c'est un autre chapitre qui s'ouvre. À ce moment-là, on parle comme ça, je lui dis, bon ben Charles, président, voici que le président Gbagbo est libre, voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? Parce que apparemment, il n'a pas conseillé sa conclusion. Parce que Charles disait, bon ben c'est la conclusion du président Gbagbo qui lui faisait son introduction en politique. Et donc je lui dis, bon ben la conclusion du président n'est pas encore arrivée, alors what do we do? Il me dit, bon, on ne peut pas, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je lui ai dit, bon, mais moi je ne peux pas cautionner, appartenir au COGEP pendant que le président Gbagbo crée un parti. Parce que à la base, quand toi et moi on s'est rencontrés en 2001 à Londres, moi j'étais secrétaire général adjoint du Fonds populaire Ivan de Gbagbo. Et j'étais aussi membre de la commission communication de la représentation. Donc militant du FPI. À la base, à l'entame, comme c'était un mouvement de pression, bon, on a aidé jusqu'à ce que le président Gbagbo se retrouve là où toi aussi tu t'es retrouvé. Donc là, il sort, le parti qui crée, il n'a plus vraiment les rênes, donc il veut créer un nouvel outil. What do we do? Voilà. Donc à ce moment-là, j'échange avec Charles, qui ne semble pas aller dans le même sens que moi. Donc bon, de manière polie, je lui dis, bon ben Charles, voilà, on a marché ensemble. Voilà, mais moi je suis militant du Fonds populaire ivoirien, le parti du Gbagbo Laurent. Je préfère retourner là parce qu'il va créer un nouvel outil. Je préfère retourner, c'est comme ça que je démissionne du COGEP. Bon, je n'ai pas démissionné pour faire du mal à plus d'un, mais beaucoup ont pris ça en mal. Je voudrais, ceux que ma démission, a heurté, à Charles, ma conclusion même, il le disait, il dit, nos relations demeurent telles. La preuve, la dernière fois que Charles et moi on s'est parlé, c'est le 16 octobre dernier. J'étais à Londres, chez moi, quand je l'ai appelé, parce qu'il a perdu son grand frère. Dompélé, personnel, Dompélé, j'ai appelé Charles, je lui ai dit, ah Yako. Bon, on a pleuré ensemble au téléphone, je lui ai dit, bon, ben, quand j'arrive à Abidjan, je suis rentré en contact avec la famille pour participer, pour faire mon deuil avec toi. Donc il n'y a pas d'animosité. Voilà. La politique, c'est comme ça. Voilà. Il a décidé de faire son équipe. Moi, je faisais partie de cette équipe-là, mais je me suis dit, bon, ben, je préfère aller chez le père. Mais comme il le dit souvent, c'est une grosse villa. Le papa a une grosse villa, chacun a une chambre. À un moment donné, on va se retrouver au salon. Voilà. Voilà. Ça, c'est le proverbe de Charles Blecoudé. Et moi, j'adhère à ça. Donc, on est dans la grosse villa, chacun a sa chambre. Mais on va se retrouver au salon un matin. Voilà. Oh, c'est une question pertinente. Le président Gbagbo, bon, tout le monde le sait, c'est notre chef. Voilà. Il est incarcéré, il a la CPI. Et ma visite était régulière. De Londres à la prison de Scheveningen, ma visite était régulière. Et un jour, le président me demande, mais écoutez, comment... Ben, je lui ai dit que je venais en voiture. Il me dit, mais comment tu fais? J'ai dit, président, je quitte chez moi à Londres, je conduis jusqu'à devant la prison. Il dit, mais comment c'est les routes? Il dit, non, président, on a le Google Maps. Le Google Maps. Il dit, c'est quoi Google Maps? Je lui dis, non, c'est un moteur de l'Internet qui vous indique là où vous devez passer, etc. Il dit, ah, vraiment, les blancs. Donc, c'est ces visites répétées-là qui marquent le président Laurent Gbagbo. Parce que j'ai été président COGEP Europe. Je venais très souvent à Abidjan. Mais quand je venais, tout le monde, enfin, nous on le connaît, le président. Mais je pense qu'il me connaissait aussi. Mais je n'ai jamais demandé une audience pour dire, bon, voilà, non. Moi, je vois mon président Charles Blecoudé, et puis bon, je retourne à Londres. Donc, il a remarqué ces visites répétées. Et puis, vous savez, le président Gbagbo ne parle pas beaucoup. Voilà, c'est un grand chef. Il sait.
Il m'a dit un jour, lors d'une de mes visites, il me regarde droit dans les yeux, il dit, mais écoutez, je dis, oui, président. Il dit, mais tu vois, quand je te vois, mais pourquoi tu viens toujours bien habillé, comme ça? Il dit, mais Excellence, ici, moi je considère ici comme le palais de la République. Donc, à chacune de mes visites, je crois que je viens voir, que je viens rendre visite au président de la République. C'est pourquoi je me mets comme ça. Il dit, ah, et puis il remue la tête. Et il me dit, il renchérit pour dire, mais tu vois, écoutez, quand je te vois, je ne sais pas ce que tu penses de moi. Je dis, ouais. Ton cœur, là il parle à mon cœur maintenant. Je ne sais pas ce que tu penses de moi. J'ai dit, oui papa, mais moi je pense tout le bien de vous. Excellence. Il dit, ah d'accord. Et c'est quand je suis arrivé à mon hôtel, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce que le président, quel message il voulait me dire? En fait, le président Gbagbo a connu, et c'est comme ça, moi c'est mes analyses, je ne dis pas que c'est ces interprétations de sa parole que je fais, mais selon mes analyses, je pense que le président Gbagbo a connu beaucoup de trahison, de déception, voilà. Et donc, des gens certainement à qui il faisait confiance, à un moment donné, dévier un peu. C'est pourquoi il me disait, je te vois, mais je ne sais pas ce que tu penses de moi. Mais cette réponse-là, cette question, cette phrase-là, j'ai épousé la réponse un peu plus tard. Parce que, en réalité, le président Gbagbo était là, il était assis. Et il était entouré de beaucoup de gens qui pensaient ailleurs que sa vision. Alors, mes visites répétées, oui, le président Gbagbo, il me regardait. Il voit comment, Et un jour, ça c'était en 2015, et ce qui m'a aussi marqué pendant ces visites-là, c'était la présence d'une femme que je ne connaissais pas en réalité vraiment. J'ai connu en réalité Nadiani Bamba, qui est aujourd'hui Nadiani Bamba Gbagbo. Moi, je l'ai connue véritablement à La Haye. Voilà. À chacune de mes visites, elle était là, cette dame. Elle était auprès du président. Et elle était aux pétitions du président. Et j'ai remarqué, moi je suis né au village. J'avais remarqué tout ça. Et un jour, en mars 2015, au sorti d'une de mes visites, en 2015, j'interpelle madame. Et je lui dis maman. Et puis, elle est naturellement très intentionnée, cette dame. Elle s'arrête, elle dit oui. Je dis, je vous appelle maman parce que vous êtes la femme du président. Bah bon. Sinon, je suis plus âgé que vous. Elle dit oui. Et je lui dis ceci, il dit maman. Je n'ai pas dit si, il dit quand le président Gbagbo va recouvrir la liberté, je vous inviterai à Bayota chez moi. Parce que je suis du Nekedi, je suis du Grand Ouagaïo, je suis du Nekedi. Et la capitale de Nekedi, c'est Bayota. Je vous inviterai à Bayota pour que nous, maman, vous célèbrent. Pour que nous, maman, vous rendons hommage. Je fais ça parce que la mère du président est du Nekedi, elle est de Blouson. Elle dit, ah oui, tu es. Et maman Nadi n'a jamais oublié ça. Quand on rentre en Côte d'Ivoire, après tout ça, après la libération, l'acquittement du président, je suis là un matin et puis on m'appelle. J'arrive, on me dit, je suis chez Abidjan, il dit oui, chez Abidjan. Bon, de venir. C'était pour aller présenter les condoléances à la famille de Youambi Angenois qui venait de décéder. Donc on m'a mis dans la délégation. Mais avant, le président nous parle, il nous reçoit sur son préau, devant les les responsables du parti. Et ce jour-là, le président nous saluant, nous donnant le bord traditionnel, son bord traditionnel. Il arrive à mon niveau, puis il me dit, il me donne le bois, puis il me dit, écoutez, ça va, il dit, Excellence, ça va. Il dit, ah oui, mais toi,
qu'est-ce que tu avais dit à Nadi en 2015? Bon, les dignitaires du parti sont sous le préau. Le préau vous demande qu'est-ce que vous avez dit à sa femme? Mais attendez, j'étais complètement, complètement down. I didn't know what to do. J'étais paniqué. Et il crie, Nadi. Et puis, son épouse arrive. Et c'est comme ça que je me rappelle. C'est à l'arrivée de son épouse que je me rappelle. De ce que j'avais dit en 2015, en mars 2015. J'ai dit oui, papa, je me rappelle. Excellence. Il dit, mais vas-y, il dit, j'avais dit à maman Nadi que quand vous alliez recouvrir la liberté, nous, maman de Nekedi allait la célébrer, lui rendre hommage. Parce que c'est une femme digne d'honneur. Il dit, ouais. Écoutez, il faut m'organiser tout ça. C'est comme ça que le président Gbagbo arrive à Bayelsa, la capitale de Nekedi, en 2023. Un déferlement populaire, 110 bâches du monde. C'est une fête très populaire. Après ce rassemblement gigantesque, qui fait cas d'école aujourd'hui, hein, le président Gbagbo a été très ému. Aussi bien lui que son épouse. Il avait reçu tous les cadres, les présidents des mutuelles, les chefs de village, de Nekedi, chez lui sur son préau après cette fête-là. Il nous a remerciés. Je crois qu'après cet événement, le président m'a vu. Il a commencé à dire, mais écoutez, en réalité, il n'est pas d'ici. Parce que vous êtes journaliste, je ne suis pas d'ici. Voilà. Ici, vous savez, je suis ivoirien, mais je vis en Angleterre depuis more than 30 years. Donc, le président se demande pourquoi quelqu'un qui n'est pas régulièrement ici puisse, mais je l'ai fait avec les cadres que je voudrais saluer ici. Tous ces cadres, le comité de pilotage, hein, tous ces dignitaires, hein, tonton Otro Laurent, tonton Sokouri Boui, tonton Guégué Benjamin, tous ces dignitaires du Grand Ragaï, je voulais les saluer, bon, je ne peux pas citer tout le monde, mais tous ont mis la main à la pâte, y compris les chefs de village. C'est là qu'une autre confiance naît. C'est là que le président me voit que c'est vrai, je ne suis pas d'ici, mais j'ai envie de travailler. Et c'est comme ça que ma nomination dans le secrétariat arrive, le secrétariat général. Je pense que c'est pour me récompenser un peu. Avec mes nombreuses visites à la CPI et avec la grande cérémonie de Bayelsa le 28 janvier 2023. Le président Gbagbo, vous savez, c'est un homme très reconnaissant. Voilà, le président Gbagbo vous regarde et vous avez l'impression qu'il ne vous voit pas. Et suit ce que vous faites. Quand le 22 février 2024, quand il y a eu la grâce présidentielle, quand on a libéré les officiers supérieurs de l'armée proches du président Gbagbo, le président Gbagbo m'a appelé. Il m'a fait appeler, il dit, voilà, écoutez, il dit, Excellence, il dit, mais, tu es à Abidjan? Il dit, oui, oui, Excellence. Il dit, bon, est-ce que tu peux venir à Mama? Je suis venu à Mama. Le président m'a reçu pour me féliciter. Mais ce n'est pas moi qui ai libéré les prisonniers. Moi, j'ai fait quoi? C'est le président qui mène ses actions. Mais il me dit, écoutez, il y a au cas. Parce que j'étais nommé à ce poste aujourd'hui, Dobo, Blé, Bruno et les autres sont libres. Il reste encore 2. Il reste Tokpa, Marcel et le commandant Seka Seka. Ce
cet appel, m'inviter à maman pour me féliciter, pour me dire merci, ça m'a fait énormément de bien. Le président Gbagbo est un homme reconnaissant. Je lui fais le point chaque fois qu'il y a du nouveau. Il a la liste complète des prisonniers. Je lui fais le point à chaque situation. Par exemple, la semaine dernière, on a fait une série de visites aux familles. Je l'ai informé. Je lui ai dit, Excellence, on va rendre visite à 5 familles que nous avons sélectionnées avec les membres de la direction du parti, le secrétaire général, avec le PEX. Nous sommes allés, le président Gbagbo nous suit de près. Voilà. Et à chaque fois que nous posons un acte, nous informons, et le président Gbagbo nous félicite. Et je voudrais le remercier pour ça. Bon, voici une femme qui a de la compassion. D'aucuns diront, bon, c'est trop tard. Pourquoi c'est maintenant qu'elle fait des tournées de remerciements dans le Grand Abidjan? Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Elle a entamé ses visites aux femmes du Grand Abidjan. Elle a commencé par Songon. Yopougon Kouté d'abord, ensuite Songon. Elle allait à Bobo Baoulé. Elle était hier dimanche à Tekoubé. Je crois que cette semaine, elle sera à Koumassi. Ensuite, Port-Boué. Quel message elle apporte? C'est le message de compassion, de reconnaissance. Ce sont les valeurs que la Bible, qui doivent incarner normalement un être humain normal. Nadiani Gbagbo va enlever la rosée. Parce que le grand chef arrive, va rentrer en scène bientôt dans le Grand Abidjan. Et comme on dit, l'adage, derrière un grand homme, il y a une femme. Ces visites de compassion aux familles, surtout aux femmes, qui ont résisté, qui sont... C'est la femme qui tient la famille. Quand ton mari a été tué pendant la guerre, quand ton mari est incarcéré, c'est ce moment-là qui vendent du bofloto, font des galettes, qui font des petits commerces pour tenir le coup. Maman Nadiani Gbagbo fait cette tournée-là pour dire merci. Le mot merci n'a pas... Il n'y a pas un mot bigger than merci. Le mot merci veut tout dire. Elle dit merci aux femmes. Merci d'avoir été là hier. Merci d'être là aujourd'hui. Demain, merci d'être là. Parce que le président Gbagbo, c'est le seul candidat. Elle a dit ça hier à Tekoubé. Parce que quand elle est sortie, les 2 tournées, là, on dit, le RHDP a commencé à faire résonner tous les tambours disant que Mme Nadiani Gbagbo veut maintenant prendre la place de son mari. Ce serait la potentielle candidate aux élections présidentielles. Là, elle a rectifié, là, hier. Elle a dit tout net que le président Gbagbo est le seul et unique candidat de PPACI. La convention du 10 mai dernier, l'a investi au palais du Congrès de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'autres candidats. Donc, voici une dame, une maman, qui partage les douleurs, les grandes douleurs qui sont muettes avec ses consoeurs, avec ses sœurs. Voilà simplement le but. Elle ne vient pas ici pour faire la politique. C'est une communicante. Elle le dit souvent, mais je n'aime pas la politique. Regarde, elle nous invite à Maman, on va à une randonnée. On fait Maman Ouragayo. 8 km aller, 8 km retour. Mais elle prend la parole pour dire aux randonneurs que tout n'est pas politique. On peut aussi faire du sport. Après la randonnée, il y avait 2 brunchs. Il y avait un brunch BT et puis un brunch Djula. Elle a même employé le nouveau vocable, la djulatisation. Bon,
c'est une femme qui parle aux jeunes, aux enfants, aux femmes, aux vieux. Elle parle. Quand elle parle, n'écrit pas. Elle parle doucement. Parce qu'elle porte la parole de beaucoup de femmes. Et je voudrais profiter de ce micro pour la remercier. Parce qu'elle m'a fait l'honneur de m'inviter à toutes ces tournées-là. J'ai été témoin. Je voudrais dire, maman, continue de faire ces tournées. Parle aux femmes. Donne-leur les lettres que le président Gbagbo a écrites de ses propres mains. Pour qu'elles soient demain dans les lignes, dans les rangs. Pour aller un vote massif. Parce que nous, ce que le président Gbagbo nous a appris, c'est ça. C'est que la parole. Ce n'est rien d'autre. Ça, ce vocable-là, on ne l'a pas entendu seulement depuis Gadoukou, hein, depuis que le président Gbagbo a été libéré, même avant qu'il ne soit libéré. Non, il est fatigué, il est vieux, il ne peut pas compétir, il est ci, il est ça. Bon, ça, vous savez d'où ça vient, à peu près. Parce que quand on enlève, quand on dit le nom du président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, et que chaque jour on le voit debout, on le voit speaking, on se demande, mais il faut absolument trouver quelque chose. On maintient le fait que, ah non, son nom n'est pas sur la liste, il n'est pas inscrit sur la liste électorale, donc il ne va pas compétir. Et puis le président Gbagbo ne s'occupe pas de ça. Il dit, allons-y. Il s'est fait investir. Donc l'adversaire a peur. On dit qu'il a braqué la BCEAO. C'est pourquoi son nom n'est pas sur la liste électorale. Il a expliqué à Boville pourquoi il n'a jamais braqué la BCEAO. Il dit, j'ai réquisitionné des banques pour payer le salaire des fonctionnaires en Côte d'Ivoire. Si c'est ça qui est braquage, mais ceux qui jugeaient là même, leur salaire ont été payés. Donc en réalité, il n'y a pas, tout est creux. Alors ce sont ces mêmes-là qui disent, non, il est fatigué, il est ci, il est ça. Mais pourquoi on décide que quelqu'un, à la place de l'autre, qu'il est fatigué? Si moi, Patrice, écoutez, je suis fatigué, je vous dirai que je suis fatigué. On arrête l'émission. Le président Gbagbo que nous avons, Dieu voulant, que nous avons ces derniers temps eu l'occasion de saluer, de vivre, de saluer et de voir de près. Le président Gbagbo, c'était quelqu'un de très enfant. Vous avez dit, il a une mémoire d'éléphant. Hein. Le président était un tribun. C'est un animal politique. Quand le président Gbagbo est dans la course, ça fait trembler plus d'un. Et les différents vents qui sont en train de souffler depuis le président Lula. Suivez mon regard. Aujourd'hui, c'est Dramani à côté de nous. Bon, c'est les anciens présidents qui sont élus. Trump a été élu. C'est l'adversaire qui veut créer un nouveau vocable pour dire oui, pour jeter l'opprobre. Non, tout ça c'est esbrouf. Il ne faut pas qu'on ait peur de la compétition. Le président Gbagbo, c'est un produit pur de la compétition. C'est le président Gbagbo qui a apporté la contradiction au président Houphouët dans ce pays. Il ne faut pas qu'on l'oublie. C'est ce Gbagbo-là. Quand il s'agit de compétir, là, il est en bonne santé. Voilà. S'il n'était pas en bonne santé, il allait dire, tel que nous le connaissons, il allait dire non, quelqu'un d'autre. Il prend les rênes. Mais on l'a investi. C'est le parti qui lui a proposé. Le président Gbagbo n'est pas un pouvoiriste. Il ne veut pas qu'on développe un certain culte de personnalité autour de lui. C'est le parti, les militants que nous sommes qui avons demandé au président Gbagbo, on n'a pas de capitaine, président. Can you please stand for us? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez encore être le chef pour compétir? Il a dit, yes, I will, yes, I can. Et il a été investi à main au palais le 10 mai 2024, ici, au palais des congrès de Côte d'Ivoire. À partir de là, on dit, son nom n'est pas inscrit, bon, il est privé des droits civiques, etc. etc. On cherche quelque chose pour ne pas que le président Gbagbo soit candidat. On cherche quelque chose. Et la nouvelle trouvaille, c'est quoi?
Ah non, 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 il ne joue pas de ses droits civiques, il est ici, il est ça. Mais les droits civiques, quand le président Gbagbo a créé le PPACI, son nom est parmi ceux qui ont jeté les bases. Il a dans sa pièce d'identité. Le parti a eu un récépissé. Mais si vous ne jouissez pas de vos droits civiques, ou même de vos droits civiques, comment, par quel extraordinaire, vous pouvez... non, il y a une incongruité, il y a complètement une contradiction dans ce que le pouvoir public fait. Le président Gbagbo jouit de tous ses droits civiques. Le président Gbagbo est notre candidat à l'élection présidentielle 2025. Le président Gbagbo, c'est le seul capitaine au PPACI qui va battre n'importe quel candidat pendant ces élections présidentielles. Le temps, c'est l'homme, nom de Dieu, le président l'a dit. L'eau a coulé sur le pont. Tout le monde se rend compte au jour d'aujourd'hui que tout le monde avait complètement fait fausse route. Et tous. Récemment, on a vu une intervention sur les réseaux sociaux du président burkinabé Ibrahim Traoré qui disait on nous a assez menti, on nous a dit que Gbagbo était ici, Gbagbo. On a les vidéos. Ce sont ces mêmes propagandistes des oeils de mauvais augure qui sont allés dire pour peindre tout le grappin sur le président Gbagbo. Mais ça n'a pas pris. Tout ce qu'on a raconté de lui hier, Gbagbo ici, il circule. Gbagbo circule. Voilà. Il circule. Et les gens se rendent compte, in fine, que la vérité triomphe toujours. C'est pourquoi nous autres, nous sommes patients. Nous qui sommes les enfants de Gbagbo, nous savons très clairement que le président Gbagbo jouit de ses facultés spirituelles, mentales, intellectuelles et physiques pour diriger la Côte d'Ivoire. Bon, ça c'est... On est en politique. Voilà. Le président Charles Blé Goudé a toujours clamé sur tous les toits. Et je n'ai pas oublié, je ne suis pas obligé de répéter ce que Charles dit, mais il a toujours dit clairement et à qui veut l'attendre que le président Gbagbo est son père. Voilà. Bon, quand on dit quelqu'un est mon père, on va jamais, un enfant ne va jamais combattre son propre père. Donc, voilà. Et c'est vrai, à un moment donné, le rapprochement sera de mise. Tous ceux-là sont sortis du ventre de Gbagbo. Tout ce que vous citez là, que ce soit Charles Blé Goudé, le ministre Afin, Pascal Vigezan, Madame Yves Simon, tout ça, c'est Gbagbo. Donc à un moment donné, on ne peut pas aller consulter les oracles pour dire oui, non. À un moment donné, les choses vont venir d'elles-mêmes. Mais en compétition, quand on crée un parti politique, c'est pour conquérir le pouvoir d'État et l'exercer. C'est ce que Charles Blé Goudé dit. Il dit un jour, il va diriger ce pays. Il a créé le COJA, parti politique pour conquérir. C'est pourquoi que le ministre Katina avait dit à son temps, il n'est pas notre ennemi, mais il est notre adversaire, parce qu'il sera candidat. Bon, Simone, je crois que Simone l'a dit, maman Simone Yves l'a dit récemment. Bon, elle a été investie, c'est ça? Bon, mais on ne va pas empêcher. Gbagbo est le père de la démocratie en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas empêcher quelqu'un de se présenter à une élection présidentielle. Mais in fine, comme on le dit, hein, le tableau, c'est le tableau, le paysage politique, il le dit en Côte d'Ivoire. Celui qui va arriver au deuxième tour, au niveau de toute la gauche plurielle, là, celui qui arrive au deuxième tour, tous les petits partis, comme ça, c'est fait partout. Bon, donc, backup, celui qui arrive, et puis, on y va. Bon, ça, c'est la direction du parti, le PEX, qui gère ce volet-là, mais je crois que le PPAC est très ouvert, les discussions sont très, très avancées. Il y a quand même de bonnes nouvelles à l'horizon. Voilà. Bon, le bilan, c'est le RHDP qui va faire le bilan. Moi, ce que je constate, c'est que dans un pays, c'est vrai qu'il y a de gros investissements comme les réseaux routiers, les grands travaux, etc., etc.
mais il y a aussi la vie. Voilà. Récemment, quelques organisations de la société civile ont organisé une marche contre la cherté de la vie. Ils ont arrêté 27 personnes, dont le ministre Charles Rudel Dosso, avec son fils. Ils sont en prison. C'est-à-dire que quelqu'un marche contre la cherté de la vie. Et on le prend, on le met en prison. On le juge, on lui donne 6 mois. Trouble à l'ordre public, etc., etc. Mais dans tous les pays du monde, quand on sait que le panier de la ménagère est un peu en difficulté, on marche, on dénonce. Ce n'est pas insulter, ce n'est pas désavouer quelqu'un politique. C'est vrai, nous disons que c'est vrai qu'il y ait des ponts partout. C'est vrai. Mais en même temps, il y a des Ivoiriens. En Angleterre, par exemple, quand vous travaillez et que votre salaire n'est pas assez conséquent pour nourrir une famille, par exemple, de 3 ou 4 enfants, le gouvernement vous aide à payer votre loyer. Ils appellent ça le housing benefit. Un enfant qui naît en Angleterre, par exemple, qui a son élève, qui a son bac, il va à l'université. Que son père soit riche ou pas, l'enfant a une bourse pour aller à l'école. Ici, quand ton enfant a le bac, tu es au bord du suicide. Parce que ton enfant sera orienté dans une université privée. Tu n'as pas l'argent pour payer l'université privée. Aujourd'hui, tout le monde fait le BTS. C'est pour faire quoi? L'éducation, c'est important pour la jeunesse. Pourquoi en Côte d'Ivoire, on ne peut pas octroyer une bourse à quelqu'un qui a le bac? Pourquoi il y a des universités dans toutes les grosses villas de Cocody? Toutes les grosses villas de Cocody sont devenues des universités privées. Pourquoi? Donc oui, il y a des grosses infrastructures, mais il y a aussi la vie. Aujourd'hui, on ne peut pas aller au marché. Une femme qui habite à Bobo fait comment pour aller au marché avec 2000 francs, 2000 francs? Dénoncer ça, vous devenez l'ennemi de la République. Pourquoi? Moi, je suis, par exemple, honorable membre du Conseil régional du GO. Je suis un élu du peuple. J'ai le droit de prendre la parole et dénoncer la cherté de la vie. Quand vous arrivez dans le GO chez moi ou ailleurs, c'est la même chose. C'est le même panier de la ménagère. Donc le dénoncer, ce n'est pas incriminer un pouvoir. C'est pourquoi nous disons, laissons un peu de liberté. Laissons un peu d'expression, de la libre expression aux Ivoiriens, de dire ce qu'ils pensent. Parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à un moment où, quand vous faites une vidéo, vous n'êtes pas sûr de ne pas être arrêté ou d'être arrêté. Vous êtes un peu sur le qui-vive. Il faut qu'on s'exprime un peu. Voilà. Dénoncer la cherté de la vie, ce n'est pas un crime. C'est au contraire aider le gouvernement à corriger les lacunes de son gouvernement. Voilà. Honorant membre du Conseil régional du GO, je dis que la vie est chère en Côte d'Ivoire. Le dénoncer, ce n'est pas insulter quelqu'un. Ce n'est pas incriminer la République. Nos parents ont besoin de se nourrir. Nous avons besoin de nous nourrir. L'électricité est chère. L'eau est chère. Il n'y a pas de concurrence. C'est le monopole. Moi, c'est en Afrique que je vois qu'on arrache, on enlève un compteur de la SODESU, de CIE. On vient, quand vous n'avez pas payé votre facture, on enlève le compteur. En Europe, ça ne se fait pas. En Europe, on ne coupe pas l'eau. On ne coupe pas l'électricité en Europe. C'est le minimum du droit, c'est ça. Mais c'est pas parce qu'on ne coupe pas l'eau que vous n'allez pas payer votre... Parce que demain, quand vous faites vos papiers, on vous dira, bon, est-ce que vous habitez telle adresse? Quand on voit que vous êtes un peu un mauvais payeur, on s'arrange à ce que les charges de l'autre soient dans le loyer. Donc vous payez l'eau sans vous rendre compte. Ici, quand vous n'avez pas payé l'eau, vous arrachez l'eau.
On vous arrache même le... Voilà, quand vous n'avez pas payé votre facture, on vous arrache le compteur. Hier, par exemple, au niveau de la Palmeraie, ils ont coupé l'eau de 6 heures, l'eau est revenue à 23 heures. Dans un pays normal, it does not exist. On ne peut pas couper l'eau. Dans un pays de, you know, on dit que c'est un pays d'émergence. Dans un pays d'émergence, on va couper, on ne peut pas interrompre de l'eau qui est source de vie. Bref, la vie est chère. Le dénoncer, ce n'est pas incriminer des gens. Déjà en 2020, bon, comme c'est le déni, on est dans une république de déni, le président Ouattara avait dit, voilà, il avait dit qu'il avait son poulain, le ministre Amadou Gon, que nous saluons, en tout cas personnellement, nous saluons sa mémoire, c'est ce poulain. Malheureusement, bon, le premier ministre Gon Coulibaly est décédé, Amadou Gon, et donc le président, au lieu de choisir quelqu'un d'autre, lui-même s'est mis à la place de son poulain. Bon, ça a créé ce que ça a créé. Il y a eu le CNT, etc., etc. Il y a même eu dans ce pays un crâne humain qui a servi de ballon de football. Là, et c'est crapuleux comme... Donc, en 2025, bon, c'est le RHDP qui va décider hein, de ce que un tel sera président. Mais en ce qui me concerne, moi, je pense que dans la vie, quelqu'un d'autre l'a déjà dit, je crois qu'il faut savoir partir aussi. Hein. Les Ivoiriens sont contents, il y a des grands stades, on a pris la CAN, il y a des grands ponts, etc. etc. Bon, tu as réalisé ce que tu voulais réaliser, tu as dit, donnez-moi 5 ans, j'allais changer, je crois que tu as 15 ans maintenant. Je crois que c'est quand même, ce serait bien séant que le président Ouattara, pour qu'il qu'il rentre dans l'histoire de cette jeune démocratie, qui se retire, que parmi, il a même dit lui-même hein, qu'il y a des cadres du parti et qu'il a tout. Un d'entre eux pourrait être le joker, puis bon, accompagner. Mais encore une fois, ce n'est pas à nous d'éliminer un candidat. Voilà. Éliminer les candidats, là, ce qui envoie les guerres. C'est pourquoi nous voulons une élection ouverte, inclusive. Inclusive, ça veut dire que la constitution de la Côte d'Ivoire ne permet pas à un individu d'être en exil. Soro Guillaume en exil, bon, ça, mais qu'il rentre dans ce pays pour compétir. C'est un politique, Soro Guillaume. Donc, je ne sais pas, là, on ne sait pas où il est. Il y en a qui disent souvent, aujourd'hui, il est ici, il est ça. Bref, nous voulons une élection ouverte, inclusive, pour qu'une fois, il n'y ait pas de faire valoir, comme il y a eu comme en 2025. Parce qu'en 2025, il y avait quel candidat, en réalité? En 2020, pardon. Il y avait quel candidat? Le président Ouattara, qui était son concurrent? Qui était son adversaire? Conan Bertin, c'est ça, hein? Que je salue de passage, mais je me dis, bon, est-ce que c'était une élection ouverte? Bon, on dit que c'est le président Gbagbo qui crée le trouble pendant les élections, mais il était à La Haye quand il y a eu 2020. Puis il y a eu des troubles. Donc ce n'est pas le président Gbagbo qui crée les troubles pendant les élections. Les troubles viennent d'ailleurs. Voilà. C'est ça. Bon, ça, c'est la redondance. Hein. C'est-à-dire que redire les mêmes choses, c'est la redondance. Lui-même, il avait déjà dit, quelqu'un l'a dit, je crois que c'est Steve Biko, Lago Fabrice est passé sur NCI, là, pour ne pas citer, faire publicité de quoi que ce soit. Mais ça avait été très clairement, le ministre Katina a expliqué. Le président Gbagbo lui-même, dans son livre, il a même donné la page là, du livre qu'il a écrit avec François Mattei. Et c'est le président Gbagbo qui parle de ça. Donc ça, ce n'est pas quelque chose que le président cachait ou non. Non, non, non. Il l'a dit lui-même. Mais ça, il a dit, il était à la recherche de la paix. Voilà ce qu'il a dit. Voilà. Donc rentrons dans sa tête pour dire que le président Gbagbo est au-dessus de tous ceux qui ne veulent pas la paix. Il avait fait ça. Il dit, si l'argent pouvait tout faire, j'allais avoir toute la paix. Parce qu'il a mis beaucoup d'argent dans cette affaire de négociations nommées par-ci, par-là. C'est ça du président Gbagbo. Le consensus qu'il recherchait. Il n'a pas fait ce geste, à mon sens, pour appauvrir la Côte d'Ivoire, encore moins endetter la Côte d'Ivoire. Parce que quand le Gbagbo quittait le pouvoir, il y avait à peu près
je crois, entre 3 et 6 000 milliards de dettes. Aujourd'hui, nous sommes à près de 40 000 milliards de dettes. Où est la différence? La différence, c'est que quand le président Gbagbo arrive au pouvoir, on était complètement isolé économiquement parlant. Donc, c'est une volonté politique qu'il met en place. Avec le ministre Boun-Boabré, nous saluons sa mémoire des passages. Avec le ministre Mouadou Koulibaly, l'économiste émérite, ils s'asseyent les deux et puis font le budget sécurisé. Le budget sécurisé, ça voulait dire que nous allons vivre sur nos fonds propres. La Côte d'Ivoire est capable de vivre sur ses fonds propres. Ça, c'est du Gbagbo, ça. Et quand les Blancs ont vu ça, les experts économiques soi-disant, quand ils ont dit, il y a un danger qui est à l'horizon. Voilà, monsieur qui, sur ses fonds propres, paye les dettes, paye les fonctions de la Côte d'Ivoire. L'État fonctionne, ils ont eu peur. C'est tout ça qui a précipité les attaques, qui a échoué en 2002 et qui a abouti, d'après eux, en 2011. Mais 2025, Gbagbo sera candidat et il va gagner les élections. Merci, je voudrais vous remercier en tant que média et dire que je ne suis pas un parvenu de la politique. Voilà. Je t'aide la diaspora. Je suis en train de venir doucement et je travaille auprès de la direction du PPACI, aux côtés du président Laurent Gbagbo. Je suis membre de la direction du parti. J'essaie de prendre ma place. Je ne suis pas venu prendre la place de quelqu'un. J'essaie de prendre ma place. Et à cet effet, je voudrais remercier le président Gbagbo, d'abord, de m'avoir fait confiance en me nommant secrétaire général adjoint chargé des études politiques, qui est un poste exaltant, difficile mais exaltant. Je voudrais remercier le président exécutif, le ministre Dano Djedje, pour la confiance. Le ministre Dano Djedje m'a mis sur la liste du conseil régional. On allait en campagne, là, pour le régional. Au jour d'aujourd'hui, je suis honorable membre du conseil régional du Gond. Je voudrais le remercier. Remercier le président du CSP, le ministre Kone Katida. Remercier tous les éminentes personnalités du PPACI. Le parti souverainiste, socialiste et démocratique. Le parti qui pense et qui agit pour les pauvres. Le parti qui parle pour ceux qui ne peuvent pas parler. Si vous remarquez bien, le PPACI est le seul parti en Côte d'Ivoire, je veux dire d'opposition, qui à travers sa tribune chaque 2 semaines décortique la politique ivoirienne, les pas que pose l'État de Côte d'Ivoire. C'est le PPACI qui apporte la réplique à partir de la tribune qu'anime le ministre Kone Katida et de temps en temps le ministre Dano Djedje. Le PPACI est le parti qui parle pour les Ivoiriens, qui parle pour les Africains. Vous savez, les années 90, c'était les conférences nationales. Mais avant ça, c'était d'abord le vent des indépendances dans les années 60. Tout le monde voulait l'indépendance, Sékou Touré en 58, etc., etc. On faut venir en 60. 60, c'était les indépendances. Ensuite, quand l'année 90 arrive, le vent de la démocratie arrive après la conférence de la Baule. Donc, au jour d'aujourd'hui, l'année 2000, au jour d'aujourd'hui, c'est la souveraineté qui arrive. C'est-à-dire que vous êtes indépendant, c'est vrai, mais vous êtes indépendant comment? Le Sénégal, le président Diomaye Faye a dissous l'Assemblée pour provoquer des élections anticipées, législatives. Ils ont la majorité aujourd'hui pour mettre en pratique, pour mettre complètement en pratique leur programme et leur projet de société.
Ils ont dit hier qu'ils n'ont plus besoin de l'armée française. Il a même dit à un média français, est-ce qu'on trouverait normal que dans les rues de Paris, on trouve des soldats sénégalais, par exemple sur les Champs-Élysées? Ce serait incongru. Alors si ce qui n'est pas valable ailleurs, là, pourquoi vous voulez que ça soit valable au Sénégal? Mais qu'est-ce que dit Ibrahim Traoré? Qu'est-ce que dit Assimi Goïta? Bon, ces gens-là, ils disent non, on a besoin de marcher nous-mêmes. On ne rompt pas les relations avec la France ou avec nos partenaires. Mais nous voulons aujourd'hui, parler d'égal à égal. Sans rechigner, sans complaisance, sans gratter la tête, se regarder droit dans les yeux, puis dire les choses. Que les contrats soient des contrats gagnant-gagnant. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'on vienne prendre des minéraux au Niger et que là où on prend des minéraux, il n'y a même pas d'école primaire, il n'y a pas d'électricité. Vous comprenez ça? C'est ça. Et je voudrais saluer le courage du président Étienne Tshisekedi, c'est ça, hein, de la RDC, qui a dit récemment à Macron, non, aujourd'hui c'est la servitude volontaire terminée. Voilà, traitez-nous comme vous traitez les Chinois, les Russes. Voilà. On n'est pas des subalternes éternels à la France. La politique française est différente. Moi, j'ai fait la France. C'est les politiques de droite contre de gauche. C'est la même politique que les Français utilisent. Mais le peuple français est un bon peuple. Mais la politique française, elle nuit à l'Afrique. Elle appauvrit l'Afrique. C'est pourquoi l'Afrique a découvert qu'au jour d'aujourd'hui, le combat que le président Gbagbo avait depuis longtemps mené, les jeunes présidents se retrouvent à l'intérieur de ce chemin. D'où l'AES. Le dire, ce n'est pas incriminer un pouvoir quelconque. Voilà, on est des intellectuels, on sait comment les démocraties, les institutions marchent. Même dans nos foyers, quand vous vous mariez, quand vous mariez aujourd'hui après les noces, le lendemain, vous pouvez demander divorce, la femme peut demander divorce. Si elle ne s'y sent plus dans l'affaire, elle peut divorcer. C'est son droit de quitter. Le Sénégal dit que eux là, ils ne veulent plus de l'armée française. Le Mali dit que eux là, ils ne veulent plus de l'armée française. Le Burkina Faso dit la même chose. Donc, il y a un problème quelque part. Voilà. Donc, moi, mon mot de fin, c'est de dire que aujourd'hui, c'est le vent du souverainisme, voilà, qui souffle sur l'Afrique. Et le vent du panafricanisme. On ne peut pas avancer seul. D'aucuns parlent de l'Union africaine. Mais l'Union africaine, c'est la France qui cotise pour les pays de l'Union africaine. L'Union africaine, c'est les pays occidentaux qui cotisent, qui mettent la cagnotte dans le fonctionnement de la chose. Ce n'est pas vraiment quelque chose. Donc, je voudrais vous dire merci de venir jusqu'à nous pour nous interviewer. Je voudrais dire merci et m'excuser auprès de ceux que cette interview a heurté. Ce n'était pas mon intention. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas belliqueux. Mais je suis un enfant de Gbagbo Laurent. Voilà. C'est ce qu'on doit retenir. Shalom.